Mon mari sortait avec sa maîtresse tous les soirs. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'était toujours moi qui subissais les interrogatoires. Pour qui tu te fais si belle? Pourquoi tu souris en regardant ton téléphone? Tu crois que je ne remarque pas que tu te comportes bizarrement? À minuit, il est rentré à la maison en sentant le whisky hors d'âge et le parfum d'une autre femme, pour découvrir que la moitié de mon dressing était vide. Sur la table de la salle à manger reposait une seule note pliée. Il a lu le premier paragraphe une fois. Puis une deuxième fois, et pour la première fois en 14 ans de mariage, Antoine a eu l'air terrifié. Il y a un type particulier de solitude qui n'existe qu'à l'intérieur d'un mariage. Le genre de solitude où une autre personne dort à côté de vous chaque nuit, mais parvient tout de même à vous faire sentir invisible au sein de votre propre maison. Pendant des années, je me suis convaincu que cette solitude était temporaire, que tous les mariages traversaient des périodes glaciales, que les hommes soumis à la pression devenaient parfois distants. Antoine travaillait de longues heures dans une société d'immobilier d'entreprise à la Défense, et la version de lui que le monde extérieur voyait était polie, éloquente, généreuse en poignées de main et en pourboire dans les brasseries chics. Il se souvenait des anniversaires, envoyait des fleurs de condoléances quand des collègues perdaient des proches, faisait des dons lors de tournois de golf caritatifs, et savait exactement à quel volume rire lors des dîners d'affaires. Les gens l'adoraient. C'était ça, la partie dangereuse. Les hommes comme Antoine ne paraissent jamais cruels de loin. Ils ont juste l'air de réussir. Nous vivions à Saint-Germain-en-Laye, dans l'un de ces quartiers résidentiels calmes bordés de haies parfaitement taillées, avec des paniers de basket et des SUV garés dans des allées impeccables. Les soirs d'automne, les voisins promenaient leur Golden Retriever pendant que les enfants faisaient du vélo sous les lampadaires. Et de l'extérieur, notre famille s'intégrait parfaitement dans ce tableau. Nous avions une belle maison, une fille de 10 ans prénommée Léa, des pulls de Noël assortis chaque mois de décembre, et des photos de vacances encadrées au-dessus de la cheminée. Mais les photographies sont des expertes en mensonges. La vérité était beaucoup plus silencieuse. Elle résidait dans la façon dont Antoine me regardait à peine, à moins que ce ne soit pour critiquer quelque chose. La façon dont sa voix devenait tranchante quand j'achetais une nouvelle robe. La façon dont il disparaissait nonchalamment chaque jeudi soir pour revenir avec une odeur de parfum qui n'était pas le mien. Au début, j'ai essayé de nous sauver. Mon Dieu, ce que j'ai essayé. Je cuisinais ses plats préférés même quand il les ignorait. Je restais éveillé à l'attendre bien après minuit parce que je pensais que, peut-être, les hommes épuisés avaient encore besoin que quelqu'un les attende à la maison. J'ai suggéré une thérapie de couple avec précaution, doucement, de la même manière qu'on approche un animal blessé. Antoine a ri. On n'est pas ce genre de couple. Puis il a ajouté quelque chose de pire. Tu es juste trop émotive en ce moment. Cette phrase est devenue son arme préférée. Tu es émotive. Tu te fais des films. Tu imagines des choses. Finir par douter de son propre instinct, c'est exactement comme ça que fonctionne la manipulation psychologique, le gaslighting. Ça n'arrive pas en hurlant. Ça s'installe lentement, jusqu'à ce que votre confiance s'érode si progressivement que vous remarquez à peine sa disparition. J'ai remarqué la liaison 6 mois avant de me l'avouer. Elle s'appelait Chloé Dupont. 28 ans, des pommettes saillantes, des cheveux blonds si parfaitement entretenus qu'ils paraissaient chers même sous les néons du bureau. Elle travaillait dans l'agence d'Antoine et gérait les comptes grands comptes. Et selon Antoine, ce n'était qu'une collègue. Une collègue qui lui envoyait des textos après minuit. Une collègue qui apparaissait étrangement en arrière-plan de ses photos de dîner d'affaires. Une collègue qui portait le même parfum qui s'attardait sur les chemises de mon mari. La première fois que je l'ai confronté, Antoine n'a pas paniqué. Il a eu l'air agacé. Ce qui a fait encore plus mal. Tu penses sérieusement que je risquerais notre famille pour une petite nana du bureau, a-t-il demandé en jetant ses clés de voiture sur l'îlot central de la cuisine. Camille, soyons sérieux. Puis il a scruté mon visage attentivement et a souri de la façon dont les avocats sourient avant de détruire un témoin. Franchement, peut-être que si tu passais moins de temps à m'espionner et un peu plus de temps à prendre soin de toi. Il a laissé sa phrase en suspens. Il savait exactement ce qu'il faisait. À cette époque, j'avais passé près de 11 ans à faire passer tout le monde avant moi. Après la naissance de Léa, j'avais quitté mon poste dans le marketing parce que la carrière d'Antoine décollait et que les frais de garde à Paris étaient exorbitants. Cet arrangement était logique financièrement. Du moins, c'est ce que nous nous disions. Je gérais les sorties d'école, les rendez-vous chez l'orthodontiste, les courses, les exposés de SVT, les lessives, la planification des repas, les goûters d'anniversaire,
les réunions parents-prof, et tout ce travail invisible qui permet à une famille de fonctionner. Antoine appelait ça « ne pas travailler ». Au fil du temps, j'ai cessé de me reconnaître. Mon monde est devenu un enchaînement d'emplois du temps, de corvées et d'épuisement. Pendant ce temps, Antoine devenait plus prospère, plus confiant, plus convaincu que toute la structure de notre vie n'existait que grâce à lui. Et curieusement, plus il se sentait coupable, plus il se montrait méfiant à mon égard. Si je me maquillais pour un dîner avec des amis, il le remarquait. Si j'achetais de nouveaux talons, il posait des questions. Si mon téléphone vibrait, il levait immédiatement les yeux. Un soir, alors que je boutonnais mon manteau avant de rejoindre une vieille amie de fac pour prendre un café, j'ai surpris Antoine en train de me dévisager depuis la cuisine. « Pour qui tu te fais si belle ?» a-t-il demandé l'air de rien. J'ai d'abord ri, tellement l'hypocrisie était incroyable. Mais Antoine n'a pas ri. Il a croisé les bras. « Je suis sérieuse, c'est pour Juliette », ai-je répondu sèchement. « À moins que tu ne penses que mon amie experte comptable s'est secrètement transformé en un homme d'1,90 m. » Son visage s'est assombri. « Tu te comportes bizarrement ces derniers temps. » C'était encore là. De la projection déguisée en accusation. Je me souviens l'avoir regardé très attentivement ce soir-là. L'avoir vraiment regardé, et avoir réalisé quelque chose de troublant. Antoine ne me considérait plus comme un être humain doté de sentiments. J'étais une infrastructure, un soutien émotionnel, une aide domestique, une garantie pour sa réputation, une épouse stable à la maison qui facilitait sa vie pendant qu'il cherchait de l'excitation ailleurs. Et parce qu'il me voyait comme faible, il supposait que je tolérerais n'importe quoi. Cette illusion a volé en éclats un mardi pluvieux d'octobre. Antoine pensait que je dormais à l'étage quand il a pris un appel sur la terrasse couverte. Je n'étais descendu que parce que Léa avait oublié son classeur de maths dans la cuisine. Et en m'approchant de la baie vitrée, je l'ai entendu rire doucement dans son téléphone. Pas le rire poli qu'il utilisait avec ses clients. Un vrai rire. Chaleureux, intime. Puis est venue la phrase qui a tout changé. « Elle ne partira jamais », disait-il à Chloé. « Camille est trop dépendante de moi. Honnêtement, elle ne saurait même pas par où commencer. » Je me suis arrêté net. La pluie tapait doucement contre la vitre pendant que mon mari riait silencieusement de toute mon existence. « Elle pense encore que ce mariage peut être sauvé », a-t-il ajouté. Quelque chose en moi s'est figé. Pas brisé, figé. C'est à ce moment-là que j'ai enfin compris la vérité. Antoine ne m'aimait pas. Mais pire encore, il avait cessé de me respecter depuis très longtemps. Et une fois que le respect disparaît d'un mariage, la cruauté s'installe confortablement. Je suis remonté lentement, j'ai glissé le classeur de Léa dans son sac à dos, j'ai embrassé son front pendant qu'elle dormait, et je suis resté seul dans le couloir, écoutant le son de ma propre respiration. Puis je suis entré dans notre chambre, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché des avocats spécialisés en droit de la famille dans les Yvelines. Pas parce que j'étais impulsive, mais parce que pour la première fois depuis des années, j'étais réveillé. Ce qu'il y a d'étrange quand on abandonne enfin quelqu'un, c'est le sentiment de paix que cela procure au début. Pas du bonheur, pas du soulagement, juste du silence. Pendant des années, mon esprit avait vécu dans une tempête constante, analysant les humeurs d'Antoine, prédisant ses réactions, répétant des conversations avant même qu'elles n'aient lieu, me blâmant pour des tensions que je n'avais pas créées. Mais une fois que j'ai accepté que mon mariage était déjà mort, le bruit dans ma tête a commencé à s'estomper. J'ai arrêté d'essayer de réparer des choses qui étaient conçues pour me détruire. Et Antoine a remarqué le changement immédiatement. Les hommes comme mon mari sont des experts pour détecter les changements de gravité émotionnelle. Dès qu'une femme cesse de graviter autour d'eux, ils le sentent. Au début, il a pris mon calme pour de la soumission. C'était très utile. J'ai rencontré une avocate nommée Maître Sylvie Moreau, à Neuilly-sur-Seine, 3 jours après avoir entendu la conversation téléphonique d'Antoine. Elle avait la soixantaine, une élégance naturelle, un carré argenté impeccable et le genre de voix qui empêche les gens de vous interrompre. Son bureau donnait sur un parking, ce n'était pas très glamour, mais la femme elle-même irradiait la confiance. Elle a écouté sans réagir de manière dramatique pendant que j'expliquais la liaison, les finances, les années de manipulation. Puis elle a croisé les mains. « Camille », a-t-elle dit avec précaution, « avant de faire quoi que ce soit sous le coup de l'émotion, il vous faut des informations. » Cette phrase est devenue la fondation de tout ce qui a suivi. Des informations. Pas des fantasmes de vengeance,
pas des scènes de ménage, pas de déballage sur les réseaux sociaux. Des faits. Sylvie m'a expliqué que la justice française s'intéressait aux preuves, à la transparence financière, à la stabilité parentale, pas au cœur brisé. Si Antoine avait dissimulé de l'argent ou utilisé les biens de la communauté pour entretenir une liaison, les documents prouvant ses dépenses étaient cruciaux. Alors, j'ai commencé à faire attention. Vraiment attention. Et une fois que je l'ai fait, les fissures dans la vie si soigneusement construite d'Antoine sont devenues impossibles à ignorer. Il dépensait bien plus que ce qu'il prétendait. Il y avait des additions de restaurants dans le centre de Paris presque tous les soirs, des paiements dans des hôtels de luxe camouflés en frais de représentation, des achats de bijoux coûteux qui ne sont jamais entrés dans notre maison, et des retraits mensuels depuis un compte que je ne connaissais pas. Antoine était devenu négligent, car l'arrogance rend les gens imprudents. Plus il se sentait en sécurité, moins il mentait avec soin. Pendant ce temps, je me suis doucement reconstruite. Chaque matin, après le départ de Léa pour l'école, je conduisais jusqu'à une petite salle de sport à 15 minutes de là, où personne ne me connaissait. Au début, je survivais à peine 30 minutes sur le tapis de course, car des années de stress m'avaient vidé physiquement autant qu'émotionnellement. Mais semaine après semaine, mon corps a commencé à se réveiller. J'ai commencé à mieux dormir. Puis j'ai commencé à penser plus clairement. Après le sport, je mettais à jour mon CV assise dans des cafés, avec mes écouteurs, réapprenant les logiciels qui avaient évolué pendant mes années loin du marché du travail. Le marketing avait radicalement changé depuis mon départ, mais pas assez pour effacer tout ce que je savais. Je suivais des formations certifiantes en ligne le soir après que Léa se soit couchée, parfois jusqu'à 1h du matin, pendant que Antoine envoyait des textos à Chloé au rez-de-chaussée en prétendant répondre à des emails professionnels. L'ironie m'amusait presque. Pendant qu'il investissait dans sa liaison, j'investissais dans mon évasion. En 2 mois, j'ai décroché des missions en freelance à distance, aidant des petites entreprises à gérer leurs campagnes publicitaires digitales. L'argent était modeste au début, mais l'effet psychologique était énorme. Chaque virement sur mon compte courant personnel était comme de l'oxygène qui revenait dans mes poumons. Je n'avais pas réalisé à quel point j'étais devenue prisonnière financièrement jusqu'à ce que je recommence à gagner ma vie. Antoine a remarqué mon indépendance grandissante avant d'en comprendre la source. « Tu sors beaucoup en ce moment », a-t-il fait remarquer un soir tout en faisant défiler l'écran de son téléphone pendant le dîner. « Je vais à la salle de sport. »« Tous les jours ?» J'ai haussé les épaules légèrement. « À peu près. » Ses yeux se sont plissés. C'était encore là, la suspicion qui fleurit chez les coupables. Ironiquement, mieux je me portais, plus Antoine devenait paranoïaque. Il avait passé des années à se convaincre que j'étais trop brisée, trop dépendante, trop peu sûre de moi pour partir. Mais la confiance change l'atmosphère autour d'une personne. Même le silence semble différent lorsqu'il ne provient plus de la peur. Un vendredi soir, je suis descendu en portant un jean brut, des bottines et un pull ajusté de couleur crème parce que Juliette m'avait invité dans un bar à vin à Paris. Antoine a immédiatement levé les yeux du canapé. « C'est ça que tu portes ?» Je l'ai regardé calmement. « Oui, pour une soirée entre filles. » J'ai presque souri. L'homme qui passait régulièrement ses soirées à coucher avec une autre femme voulait maintenant des explications pour un pull. « Quelle est ta question exactement, Antoine ?» Sa mâchoire s'est crispée, parce que les personnes manipulatrices détestent les questions directes. « Rien, » a-t-il marmonné. Mais plus tard cette nuit-là, après mon retour, je l'ai surpris en train de vérifier le kilométrage de ma voiture dans le garage. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose de profondément pathétique à propos de mon mari, tromper ne l'avait pas rendu puissant. Ça l'avait rendu terrifié. Parce que quelque part sous son ego, Antoine connaissait une vérité brutale, si jamais je le traitais de la façon dont il me traitait, il s'effondrerait. Et lentement, magnifiquement, il a commencé à s'effondrer. Plus je devenais distante émotionnellement, plus il essayait de me contrôler de manière imprudente. Il a commencé à poser à Léa des questions d'apparence innocente. Maman est allée quelque part aujourd'hui? Qui a appelé maman tout à l'heure? Est-ce qu'elle envoyait des messages pendant le dîner? L'entendre entraîner notre fille dans sa paranoïa m'a rempli d'un dégoût glacial que je ne saurais décrire. Cette même semaine, j'ai appris autre chose. Chloé n'était pas amoureuse d'Antoine. Pas le moins du monde. Je l'ai découvert par accident en épluchant des relevés de cartes bancaires avec Sylvie. Cachés parmi les factures d'hôtel et les dîners de luxe, il y avait des paiements récurrents pour le bail d'un appartement dans Paris,
des sacs à main de créateurs et un SUV Audi blanc que Antoine avait clairement financé pour quelqu'un d'autre. Chloé coûtait cher, et Antoine, désespéré de se sentir jeune, admiré et important, payait avec joie. Sylvie s'est adossée à sa chaise après avoir examiné les documents. Il brûle de l'argent plus vite qu'il ne s'en rend compte. Ce n'était pas tout. Antoine avait également accumulé d'importantes dettes sur des crédits à la consommation, bien qu'il les ait soigneusement cachés en transférant les soldes entre différents comptes. Maintenir l'illusion de la richesse était devenu une part de son identité. Dîner chic, montre, week-end de golf, bouteille au carré VIP avec les clients. La liaison elle-même n'était qu'une autre performance qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir. Pour la première fois depuis des années, j'ai cessé de voir Antoine comme quelqu'un d'intimidant. Je l'ai vu comme quelqu'un de fragile. Cette réalisation a complètement changé la température émotionnelle, car la vengeance née de la douleur est désordonnée. Mais la vengeance née de la clarté devient de la stratégie. Au cours des mois suivants, j'ai tout rassemblé silencieusement. Relevé bancaire, capture d'écran, reçu de voyage, facture de téléphone, email transféré vers un espace de stockage sécurisé. Chaque preuve était soigneusement organisée dans des dossiers cryptés que Sylvie m'avait demandé de tenir. Je n'ai jamais crié, jamais confronté Chloé, je n'ai jamais cassé d'assiette ni posté de citations énigmatiques sur les réseaux sociaux comme les gens s'attendent à ce que le fassent les épouses trompées. Au lieu de cela, j'ai souri plus souvent. Cela déstabilisait Antoine bien plus que la colère n'aurait jamais pu le faire. Un soir, il m'a coincé dans la cuisine après minuit, le visage tendu par le whisky et l'insécurité. Tu te comportes de façon très bizarre ces derniers temps. J'ai continué à remplir le lave-vaisselle calmement. Peut-être que je suis juste fatigué. Fatigué de quoi? De toi. Le mot flottait silencieusement dans ma poitrine, mais j'ai simplement refermé la porte du lave-vaisselle. Fatigué de me disputer. Antoine m'a étudié pendant plusieurs longues secondes, comme s'il essayait de résoudre une équation qui, soudainement, n'avait plus aucun sens. Puis il a posé la question qui m'a presque fait rire. Tu ne vois personne, n'est-ce pas? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non, ai-je dit sincèrement, mais l'un de nous deux, oui, certainement. Son visage s'est durci instantanément. Et pour la première fois depuis des années, Antoine a eu l'air nerveux. Cette nuit-là, après qu'il fut enfin monté, je me suis assise seul à la table de la cuisine, sous la douce lumière jaune des suspensions, et j'ai ouvert un email de Sylvie. L'objet était « Stratégie préliminaire de divorce ». Tout en bas se trouvait une dernière phrase, « Si tout est bien géré, il ne le verra jamais venir ». J'ai fixé l'écran pendant un long moment, écoutant le léger bourdonnement du réfrigérateur dans le silence de cette maison que Antoine pensait contrôler. Puis j'ai murmuré quelques mots pour moi-même. Bien. Qu'il coule. Quand l'hiver est arrivé en région parisienne, mon mariage était devenu du théâtre. Plus une relation, ni même un partenariat. Une représentation maintenue par les routines, les horaires de l'école et cet instinct tenace qu'ont les gens d'éviter l'humiliation publique. Antoine continuait à m'embrasser sur la joue devant les voisins. Nous assistions toujours ensemble aux événements de l'école de Léa. Nous posions toujours pour les photos de Noël avec des pulls coordonnés devant des sapins illuminés. Et chaque image semblait convaincante. C'était ça le plus effrayant. La facilité avec laquelle la misère peut se déguiser en normalité. Le dénouement final a commencé un jeudi soir de février. Il faisait assez froid pour que les trottoirs brillent de vieux verglas et que l'air brûle les poumons quand on respirait trop profondément. Antoine est descendu vers 18h, portant un pardessus anthracite et la montre hors de prix qu'il ne sortait que lorsqu'il essayait d'impressionner quelqu'un. Dîner client, a-t-il annoncé en ajustant ses boutons de manchette. J'ai levé les yeux du cahier de devoirs de Léa sur l'îlot central. MMH, c'était tout. Pas de questions, pas de suspicion, aucune réaction émotionnelle d'aucune sorte. Mon indifférence le perturbait plus que les accusations. Ça ne t'intéresse pas de savoir où je vais, a-t-il demandé. La question me fascinait presque d'un point de vue psychologique. Un homme infidèle voulait encore une preuve émotionnelle de son importance. J'ai tendu une gomme à Léa avec calme. De toute façon, tu ne me dis généralement pas la vérité. Antoine m'a dévisagé un instant, pris au dépourvu, mais son ego est venu à son secours comme toujours. Eh bien, peut-être que l'honnêteté devient difficile quand la maison est tout le temps hostile. Elle était là, l'inversion classique. La trahison transformée en victimisation. Des mois plus tôt, j'aurais peut-être argumenté. Je me serais défendu,
j'aurais désespérément essayé de démêler la logique de la manipulation. Mais l'épuisement finit par mûrir en sagesse. Alors au lieu de ça, j'ai simplement eu un faible sourire. Conduis prudemment. Ces mots l'ont suffisamment déstabilisé pour qu'il parte sans ajouter un mot. À 19h42 ce soir-là, Antoine a publié une photo sur Instagram. Un restaurant gastronomique parisien. Des verres de cristal contenant du whisky. La lumière des bougies. La main de Chloé, à peine visible à côté de la sienne. Négligent, arrogant, presque insultant. J'ai regardé l'image pendant quelques secondes, puis j'ai verrouillé mon téléphone et je me suis levé lentement dans cette cuisine qui avait autrefois été le centre de toute ma vie. Dehors, la neige tombait doucement sur les rues sombres du quartier résidentiel. À l'intérieur, je commençais enfin à partir. J'avais préparé cela pendant des semaines. Le bail de l'appartement était déjà signé à mon seul nom, un modeste 3 pièces dans un quartier plus calme, plus proche du collège de Léa. Rien de luxueux, mais c'était propre, sûr et entièrement à moi. Les contrats d'énergie avaient été transférés progressivement. Mes revenus en freelance avaient suffisamment augmenté pour couvrir les dépenses immédiates. Sylvie avait finalisé les démarches légales le matin même. Il ne restait plus que l'exécution. À 20h, Juliette est arrivée avec son SUV, exactement comme prévu. « Tu es prête ?» a-t-elle demandé doucement après être entrée. Aucun discours dramatique ne m'est venu à l'esprit. Pas de rage digne d'un film, juste une douleur étrange dans ma poitrine. Oui, ai-je chuchoté. Je crois que oui. Nous avons travaillé en silence pendant des heures. La moitié de mon dressing a disparu. D'abord les manteaux d'Yves, les chaussures, les robes, ces morceaux de moi-même que Antoine avait cessé de remarquer des années auparavant. Puis sont venues les affaires de Léa, soigneusement emballées pendant qu'elle dormait lors d'une fausse soirée pyjama chez Juliette. Les documents importants, les sauvegardes des dossiers financiers, les albums photos, les bijoux hérités de ma mère, les disques durs externes contenant chaque capture d'écran et chaque relevé que Sylvie m'avait dit de conserver. Il est stupéfiant de constater à quel point une maison vous appartient peu émotionnellement, une fois que suffisamment de douleur s'y est accumulée. À 22h30, le vide était devenu visible. Pas dramatique, juste indéniable. Le côté gauche du placard creusé comme une dent manquante. Les tiroirs de la salle de bain partiellement vidés. L'absence subtile d'une femme reprenant doucement possession d'elle-même. J'ai traversé la maison une dernière fois après ça. Le salon où Antoine avait l'habitude de s'endormir devant des films pendant que Léa, toute petite, se blottissait contre lui. L'îlot de la cuisine où j'avais emballé les cadeaux de Noël jusqu'à minuit chaque mois de décembre. Le couloir où j'étais resté un jour à l'écouter se moquer de moi à travers la porte-fenêtre, en parlant à une autre femme. Les souvenirs persistaient partout. Mais curieusement, le chagrin n'était plus là. À 23h15, je me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai écrit le mot à la main. Pas parce que les lettres manuscrites sont dramatiques, mais parce que les emails peuvent être supprimés. L'encre semble permanente. Antoine, pendant des années, tu as travaillé très dur pour me convaincre que j'étais faible, dépendante, trop émotive et incapable de survivre sans toi. Ce soir, tu vas enfin découvrir lequel de nous deux mentait. Je sais pour Chloé. Je sais pour les comptes cachés, l'appartement, les dettes et l'argent que tu as utilisés pour financer ta liaison tout en prétendant que le budget familial était serré. J'ai passé beaucoup de temps à me blâmer pour ce qui est arrivé à ce mariage. C'était mon erreur. Demain matin, ton avocat recevra les papiers officiels du divorce. Les comptes joints ont déjà été légalement gelés sur les conseils de mon avocate. Des copies de tous les dossiers financiers ont été conservées. Le plus important, Léa et moi sommes en sécurité. Ne me contacte pas ce soir, à moins que cela ne concerne notre fille. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je choisis la paix plutôt que l'humiliation. Camille. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai placée au centre de la table à manger, sous la suspension lumineuse. Puis, j'ai posé mon alliance à côté. Sans la jeter théâtralement, sans la cacher. Simplement rendue. Juliette a chargé le dernier carton dans son coffre pendant que je me tenais dans l'allée, fixant la maison. Les flocons de neige atterrissaient silencieusement dans mes cheveux, fondant sur ma peau. « Ça va » m'a-t-elle demandé. J'ai réfléchi honnêtement à la question. La réponse m'a surprise. Oui. Et c'était vrai, car la peur avait enfin changé de camp. Nous sommes partis un peu après 23h30. Je n'ai pas pleuré.
Pas quand nous avons traversé le centre de Saint-Germain. Pas quand mon téléphone a vibré 2 fois pour des notifications sans importance. Pas même quand j'ai réalisé que je ne dormirais plus jamais dans mon ancienne chambre. Ce que j'ai ressenti, à la place, c'était quelque chose de plus froid et de plus constant. La liberté. À minuit 14, Antoine est rentré à la maison. Je connais l'heure exacte parce que, plus tard lors des procédures judiciaires, il a décrit la nuit entière avec des détails douloureux. Il est entré par le garage, portant des restes de son dîner dans un sac en papier blanc. Il était légèrement ivre, irrité par une dispute mineure avec Chloé, et s'attendait pleinement à une autre nuit ordinaire dans cette vie qu'il croyait toujours là, à l'attendre. Puis il est monté et s'est arrêté. La moitié du placard était vide. Au début, il a apparemment cru que nous avions été cambriolés. Puis il a remarqué les tiroirs de ma salle de bain. Puis la chambre de Léa. Puis le silence. La vraie peur est arrivée lentement. Il est redescendu en appelant mon nom, vérifiant les pièces une par une, jusqu'à ce qu'il voie enfin la lettre posée sous la lumière de la salle à manger. Il a lu le premier paragraphe une fois, puis une deuxième fois, et selon les propres mots d'Antoine, c'est à ce moment précis que ses mains ont commencé à trembler. Pas parce qu'il m'avait perdu. Pas encore. Mais parce que, pour la première fois, il comprenait quelque chose de bien plus terrifiant, j'avais cessé d'avoir besoin de lui. Et les hommes comme Antoine survivent rarement à cette réalisation avec élégance. Les appels ont commencé immédiatement après. Cet appel manquait en 14 minutes, puis des textos. « Camille, où es-tu? C'est quoi ce bordel? Tu as pris Léa. Réponds-moi tout de suite. » Puis, finalement, s'il te plaît. J'ai regardé les messages depuis mon nouvel appartement, pendant que la neige tombait doucement derrière des fenêtres inconnues. Pendant 14 ans, Antoine avait contrôlé le climat émotionnel de notre mariage. Cette nuit-là, pour la première fois, il s'est retrouvé seul au milieu de la tempête. Il y a un moment dans toute relation qui s'effondre où la réalité finit par dépasser la performance. Pour Antoine, ce moment est arrivé 3 jours après mon départ. Jusque-là, il croyait encore pouvoir reprendre le contrôle par la seule force de sa personnalité. Cela avait toujours fonctionné auparavant, le charme quand c'était nécessaire, la colère quand le charme échouait, la culpabilisation quand la colère devenait inefficace. Comme beaucoup de personnes manipulatrices, Antoine partait du principe que toute crise émotionnelle était au fond négociable, s'il insistait assez fort. Mais le divorce a une façon brutale de transformer les émotions en paperasse. Et la paperasse se fiche de savoir qui hausse la voix. Le lundi matin, Antoine a officiellement reçu l'assignation à son bureau de la défense. Sylvie m'a raconté plus tard que son expression avait changé au milieu de la lecture des documents. Ce n'était pas de la rage au début, mais de la confusion. Une vraie confusion. Parce que les gens comme Antoine n'imaginent jamais que les conséquences s'appliquent pleinement à eux. Ils croient que les conséquences sont des choses qui n'arrivent qu'aux hommes faibles. À midi, il appelait de nouveau sans arrêt. J'ai laissé les appels aller sur messagerie. Certains étaient furieux. Camille, c'est de la folie. Tu es en train de détruire la vie de Léa parce que tu es trop émotive. Tu n'avais pas le droit de bloquer les comptes sans me prévenir. D'autres semblaient effrayés, d'une manière que je ne lui connaissais pas. On peut s'arranger. S'il te plaît, rappelle-moi. Tu surréagis. Cette dernière phrase m'a presque fait rire à voix haute. Je surréagissais. Après des années d'infidélité, de tromperie financière, d'humiliation et de manipulation psychologique, ma décision de partir calmement avec des documents légaux était apparemment la partie irrationnelle de l'histoire. L'esprit humain se protège avec une illusion extraordinaire. Pourtant, malgré tout, je n'ai jamais eu l'intention de détruire Antoine complètement. Cette nuance comptait énormément pour moi. Je n'étais pas intéressé par une vengeance qui empoisonnerait des innocents en même temps que le coupable. Léa aimait toujours son père. Quoi que Antoine soit devenu en tant que mari, il restait émotionnellement important pour elle. Je refusais de transformer notre fille en dommage collatéral de ma propre douleur. J'ai donc suivi les conseils de Sylvie à la lettre. Pas de scène de cris devant Léa. Pas d'aliénation parentale. Pas d'humiliation sur les réseaux sociaux. Pas de drame vindicatif, juste des limites. Des limites froides, légales et immuables. Ironiquement, ces limites ont déstabilisé Antoine bien plus efficacement que la rage ne l'aurait fait, car la rage lui aurait permis de se sentir à nouveau puissant. Le calme l'a forcé à se retrouver face à lui-même, et Antoine détestait sa propre compagnie.
L'effondrement s'est accéléré rapidement après ça. En 2 semaines, Chloé a disparu de sa vie presque entièrement. Je l'ai appris par accident lors d'une réunion de conciliation, quand Antoine est arrivé l'air épuisé, mal rasé, et paraissant nettement plus vieux que dans mes souvenirs. La transformation m'a surprise plus que je ne l'aurais cru. Le stress avait creusé son visage. Sa confiance n'entrait plus dans les pièces avant lui. À un moment donné, alors que nous passions en revue le calendrier de garde de Léa, il a marmonné amèrement, « Chloé a bloqué mon numéro. » J'ai levé les yeux lentement. Pas de manière triomphante, juste calmement. « À quoi t'attendais-tu » ai-je demandé. Antoine a eu un petit rire, mais sans aucune joie. Elle a dit qu'elle n'avait pas signé pour tout ce drame. Bien sûr que si. Les femmes comme Chloé ne tombent jamais amoureuses d'hommes mariés. Elles tombent amoureuses du fantasme que ces hommes s'offrent pour elles, restaurant, attention, luxe, excitation, ego, validation. Mais une fois que les conséquences arrivent, le fantasme s'évapore très vite. Apparemment, Antoine lui avait promis des voyages à Marrakech qui étaient désormais impossibles parce que plusieurs de ses comptes étaient sous surveillance légale pendant la procédure de divulgation financière. C'était un autre choc qui l'attendait. L'enquête de Sylvie a révélé bien plus de dettes cachées que ce que je soupçonnais à l'origine. Antoine déplaçait de l'argent d'un compte à l'autre depuis des années, utilisant ses primes pour couvrir ses crédits tout en maintenant l'apparence de la réussite financière. La liaison avait dramatiquement accéléré les dégâts. Puis sont venues les conséquences professionnelles. L'un des comptes de frais professionnels d'Antoine a déclenché un audit interne après que des remboursements de frais de représentation irréguliers ont fait surface lors de revues trimestrielles. Dîners onéreux, notes d'hôtel de luxe, réunions clients sans aucun client présent. Quelqu'un dans l'entreprise a commencé à poser des questions. Techniquement, je n'ai jamais contacté l'employeur d'Antoine directement. Je n'en ai pas eu besoin. La vérité finit par développer sa propre gravité. Au début du printemps, Antoine a été mis à pied à titre conservatoire, en attendant les résultats de l'enquête. La nouvelle a circulé discrètement dans notre cercle social d'abord, puis de façon beaucoup moins discrète. Les villes de banlieue chic se nourrissent des apparences soignées, et les scandales impliquant des couples aisés se propagent à une vitesse fulgurante sous couvert de conversations polies au supermarché ou au bord des terrains de foot. Les femmes qui jalousaient autrefois mon mariage me regardaient soudain avec une sympathie inconfortable. Les hommes qui jouaient au golf avec Antoine cessaient de croiser son regard lors des événements scolaires. Pendant des années, Antoine avait contrôlé le récit de notre mariage. Maintenant, il ne pouvait plus rien contrôler du tout. Et curieusement, assister à sa chute ne m'a pas apporté la satisfaction que j'imaginais autrefois qu'une vengeance m'apporterait. J'ai ressenti de la tristesse. Pas parce qu'il ne méritait pas ces conséquences. Il les méritait, absolument. Mais parce que, quelque part sous toute cette arrogance et cette trahison, je pouvais encore voir l'homme que j'avais épousé des années auparavant, ambitieux, drôle, charmant, peu sûr de lui d'une manière qu'aucun de nous deux ne comprenait à l'époque. Antoine n'était pas devenu un monstre du jour au lendemain. Il y avait glissé progressivement, à force de se sentir tout permis, par fierté, par malhonnêteté, et par cette croyance dangereuse que l'amour garantissait un pardon éternel. La plupart des gens ne détruisent pas leur vie en une seule décision dramatique. Ils la détruisent lentement, à travers de multiples petites concessions répétées. Pendant ce temps, ma propre vie est devenue étonnamment paisible. L'appartement a commencé à ressembler à un vrai foyer. Léa s'est adaptée plus vite que je ne le craignais, en grande partie parce que les enfants remarquent la tension bien avant que les adultes n'admettent son existence. Un soir, alors que nous préparions des pâtes ensemble, elle a levé les yeux vers moi et a dit quelque chose qui m'a presque brisé le cœur, « Tu souris plus, maintenant. » Je me suis brièvement détourné sous prétexte de vérifier les eaux qui bouillaient, car je ne pouvais soudain plus faire confiance à l'expression de mon visage. Les enfants savent toujours. Mon travail en freelance s'est également développé de manière constante. Une petite start-up dans le domaine de la santé m'a proposé un contrat de marketing à long terme. Et pour la première fois depuis plus d'une décennie, je me suis sentie professionnellement vivante. J'ai acheté des meubles que Antoine aurait détestés, des fauteuils bleu pastel, des tableaux abstraits, des luminaires dorés, et j'ai découvert à quel point il est thérapeutique de construire des espaces que personne d'autre ne contrôle. Puis en avril, Antoine a demandé à me voir en privé. Pas d'avocat, a-t-il dit au téléphone. S'il te plaît. Contre l'avis de Sylvie, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près des quais de Seine, par un après-midi gris trempé de pluie printanière. Antoine est arrivé en avance.
Quand je suis entré, il s'est levé d'instinct, comme il le faisait des années plus tôt, avant que le ressentiment n'empoisonne tout entre nous. Pendant un instant, le voir là a réveillé quelque chose de dangereux en moi. Un souvenir? Puis il a parlé. Et la réalité est revenue. J'ai tout gâché, a-t-il dit immédiatement. Sans drame, sans manipulation, juste avec fatigue. Je me suis assise en face de lui avec prudence. Oui, ai-je répondu. Antoine a passé ses deux mains sur son visage avant de continuer. Je n'arrêtais pas de penser que je pourrais réparer les choses avant que tu ne partes vraiment. Son rire sonnait creux. Je n'avais pas réalisé que tu étais déjà parti. Moi non plus, honnêtement. Il paraissait plus mince maintenant, diminué en quelque sorte, comme si le fait de perdre le contrôle l'avait physiquement réduit. Je sais que dire pardon ne suffit pas, non, ai-je convenu doucement. Ça ne suffit pas, la pluie s'écrasait doucement contre les vitres du café pendant que le silence s'installait entre nous. Des années auparavant, je me serais précipité pour le réconforter dans un silence inconfortable. Maintenant, je le laissais simplement exister. Finalement, Antoine m'a regardé droit dans les yeux. Tu sais ce qui est le pire? Je n'ai rien dit. Le fait que tu partes m'a fait réaliser à quel point les choses étaient devenues horribles. Sa voix a baissé. J'ai passé des années à agir comme si tu avais de la chance de m'avoir, alors que tu étais la seule personne qui me protégeait de moi-même. La phrase m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Parce que c'était vrai. Pendant des années, j'avais géré les conséquences émotionnelles du comportement d'Antoine avant même que le monde ne les voie. J'avais adouci ses angles morts, excusé ses accès de colère, absorbé son égoïsme en privé pour qu'il puisse rester admiré en public. Dès que j'avais cessé de faire ça, sa vie s'était désintégrée à une vitesse effrayante. Les yeux d'Antoine sont devenus soudainement humides, bien qu'il ait cligné des yeux forts pour le cacher. Je ne m'attends pas à ce que tu reviennes, a-t-il chuchoté. J'avais juste besoin que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai détruit. Et pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, je l'ai cru. Pas assez pour sauver le mariage, mais assez pour ressentir quelque chose d'inattendu. La paix. 1 an après avoir quitté mon mariage, je me tenais dans l'auditorium bondé d'un collège, tenant un gobelet en carton de café tiède, pendant que les parents cherchaient des places sous les néons et les banderoles indiquant « Spectacle de la chorale du printemps ». Léa était en coulisses, en train de répéter avec la chorale. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, ma vie semblait ordinaire, de la manière la plus saine qui soit. Pas parfaite, pas cinématographique, juste paisible. Le divorce avait été prononcé 3 mois plus tôt, selon des termes que Sylvie a plus tard qualifiés d'étonnamment civilisés compte tenu de tout ce qui était en jeu. Antoine avait fini par cesser de se battre pour l'argent une fois que l'ampleur de sa situation financière était devenue impossible à nier. La maison de Saint-Germain a été vendue peu après. Les bénéfices ont été divisés équitablement, les dettes ont été traitées légalement, et nous avons tous les deux drastiquement réduit notre train de vie. C'est amusant de voir à quelle vitesse les apparences disparaissent lorsque personne ne les finance plus à crédit par le déni. Antoine a emménagé dans un appartement plus petit à Rueil-Malmaison. Je suis resté dans mon appartement avec Léa, bien qu'à ce moment-là, il ne semblait plus temporaire. Il me semblait mérité. La partie la plus difficile quand on reconstruit sa vie n'est pas l'argent ou la logistique. C'est l'identité. Pendant si longtemps, je m'étais définie par le service, épouse, mère, aide-soignante émotionnelle, gardienne de la paix. Une fois que ces rôles ont cessé de consumer chaque recoin de mon existence, j'ai été confronté à une question effrayante, qui étais-je, sans quelqu'un ayant constamment besoin de moi? La réponse est arrivée lentement. J'étais une femme qui aimait les samedis matins tranquilles et le café fort avec trop de crème. Une femme qui appréciait sincèrement les réunions de stratégie et les campagnes de marque. Une femme qui riait plus facilement une fois qu'elle avait arrêté de surveiller les humeurs d'une autre personne à chaque heure de la journée. Une femme qui avait survécu à l'humiliation sans devenir cruelle. C'est cette partie qui comptait le plus, car l'amertume est très séduisante après une trahison. Il y a eu des nuits pendant la séparation où je voulais tout déballer publiquement, chaque mensonge, chaque preuve de la liaison, chaque conversation manipulatrice. Je voulais que les gens voient Antoine exactement comme je l'avais vu à son pire. Mais la vengeance bâtie entièrement sur la destruction finit par détruire aussi la personne qui la porte. Alors, j'ai choisi de poser des limites. J'ai recherché l'équité. J'ai protégé ma fille. Et j'ai laissé les conséquences arriver naturellement. En fin de compte,
cela a blessé Antoine bien plus profondément que ne l'aurait fait une humiliation publique. Sa carrière ne s'est jamais complètement remise de l'enquête interne de son entreprise. Bien qu'aucune malversation pénale n'ait été retenue, l'audit a révélé suffisamment de manipulations contraires à l'éthique sur ses notes de frais pour endommager définitivement sa réputation dans le milieu de l'immobilier d'entreprise. Il a fini par trouver un autre poste dans une agence plus petite, mais le prestige qu'il vénérait autrefois a disparu presque du jour au lendemain. Plus important encore, l'illusion qui l'entourait a disparu elle aussi. Pour la première fois de sa vie d'adulte, les gens ont vu Antoine sans vernis. Et curieusement, c'est peut-être ce qui l'a sauvé. La thérapie l'a changé lentement. Pas magiquement, pas complètement, mais authentiquement. Au début, j'ai refusé d'y croire, parce que la prise de responsabilité qui survient après les conséquences peut parfois ressembler à du théâtre. Mais avec le temps, des choses subtiles ont changé. Il a arrêté de blâmer les autres par réflexe. Il est devenu plus patient avec Léa. Il s'excusait sans y attacher d'excuses derrière. Un après-midi, lors d'un échange pour la garde, Léa a couru à l'étage pour chercher une partition de musique oubliée, nous laissant, Antoine et moi, debout de façon gênée près de la porte de mon appartement, tandis qu'un vent glacial balayait le parking. Il a regardé l'appartement en silence. « Tu as rendu cet endroit très chaleureux », a-t-il dit. « Merci. » Un autre silence a suivi. Puis il m'a surprise. « J'avais l'habitude de penser qu'être respecté signifiait être admiré », a-t-il admis. L'argent, les titres, l'attention, tout ça. J'ai croisé les bras contre le froid. Et maintenant ? Antoine a baissé les yeux brièvement avant de répondre. Maintenant, je pense que le respect, c'est la douceur avec laquelle les gens parlent de vous après avoir enfin vu le pire en vous. Cette phrase est restée gravée en moi pendant des jours, parce qu'autrefois, je l'aurais détruit verbalement si j'en avais eu l'occasion. J'avais suffisamment de preuves, de colère, d'humiliation pour justifier presque n'importe quelle vengeance imaginable. Mais il y a une différence entre la justice et la cruauté. La justice rétablit l'équilibre. La cruauté prend plaisir à faire souffrir. Je n'ai jamais voulu que Léa grandisse en voyant ses parents s'empoisonner mutuellement pour toujours. Alors lentement, prudemment, nous avons construit quelque chose de nouveau. Pas une romance. Cette partie-là était terminée à jamais. Mais une honnêteté. La coparentalité est devenue plus facile une fois que Antoine a cessé de traiter chaque interaction comme une négociation de pouvoir. Parfois, nous rions même à nouveau, bien que différemment maintenant, comme les survivants d'une même catastrophe qui se souviennent de qui ils étaient avant l'incendie. Et d'une manière étrange, nous sommes tous les deux devenus de meilleurs parents après la fin de notre mariage. Les lumières de l'auditorium ont baissé soudainement, me ramenant au présent. Les parents se sont tus tandis que les élèves commençaient à s'installer sur la scène, portant leur tenue de concert noire et des expressions nerveuses. Quelques rangées devant, Antoine est entré discrètement par l'allée latérale. Nos regards se sont croisés brièvement. Puis, tout naturellement, il s'est assis à côté de moi. Pas de tension, pas de performance, juste deux personnes qui avaient enfin épuisé leur capacité à faire semblant. Léa nous a repérés depuis les gradins et a souri immédiatement. Un vrai sourire, détendu et lumineux, d'une manière que je n'avais pas vue pendant les dernières années de notre mariage. Cela seul rendait chaque décision douloureuse valide. Au moment où la chorale a commencé à chanter, Antoine s'est penché légèrement vers moi et a parlé assez bas pour que je sois la seule à l'entendre. Je pense encore à cette lettre, parfois. J'ai regardé droit devant moi vers la scène. Moi aussi. Il a hoché la tête imperceptiblement. Quand je suis entré dans la maison cette nuit-là, sa voix s'est légèrement serrée, je pensais sincèrement que te perdre était la pire chose qui puisse m'arriver. Je suis restée silencieuse. Puis il a eu un petit sourire fatigué. Il s'avère que devenir le genre d'homme capable de te perdre, c'était pire. Pendant un instant, l'émotion s'est coincée dans ma gorge de manière inattendue. Pas parce que notre mariage me manquait. Ce n'était pas le cas. Mais parce que l'évolution, la vraie évolution, est douloureusement rare chez les gens. La plupart passent leur vie à répéter les mêmes schémas tout en blâmant différentes victimes. Antoine avait enfin cessé de faire cela. Et c'était peut-être là la vengeance la plus significative de toutes, non pas le regarder souffrir, mais le regarder comprendre. La dernière note de la chorale a résonné dans l'auditorium tandis que les parents éclataient en applaudissements autour de nous. Léa a cherché dans la foule immédiatement après, les yeux brillants sous les lumières de la scène, et a agité ses deux mains avec enthousiasme quand elle nous a trouvés assis là, ensemble.
En sécurité, plus vieux, plus sage, humain à nouveau. Plus tard cette nuit-là, après la fin du spectacle, Léa s'était endormie sur la banquette arrière pendant le trajet du retour, je l'ai portée doucement à l'étage pour la mettre au lit. Puis je suis resté seul près de la fenêtre de l'appartement, surplombant les rues tranquilles de la banlieue, qui brillaient sous les lampadaires ambrés. 1 an plus tôt, j'avais quitté une autre maison en portant des cartons et un cœur brisé, convaincu que ma vie était finie. En réalité, elle venait tout juste de commencer. Parce que la nuit où Antoine a trouvé la moitié de mon placard vide, il croyait perdre une épouse. Ce qu'il a réellement perdu, c'est la seule personne qui avait passé des années à le protéger des conséquences de ce qu'il était devenu. Et ce que j'ai trouvé par la suite avait infiniment plus de valeur que la vengeance. J'ai retrouvé mon propre reflet.